On refait. J'étais pas du tout en train d'écouter la question. C'est une question beaucoup trop intelligente pour moi. Donc là, je lui fais, mais tu racontes n'importe quoi. Et il me fait, tu as raison. J'adore. Je me suis emmêlé les pinceaux d'une scène à l'autre et je t'ai fait un gros gloubi-boulga. Ouais, mais je coupe court, c'est Stranger Things. Hein. Ah bon 32,9 millions de spectateurs. On dit une vie YOLO. Voilà, où il brûle la chandelle par les... Ça n'existe plus cette expression, YOLO. On est jeunes. Voilà, il brûle la chandelle par les debout. Celle-là non plus, elle n'existe plus. Bonjour à toutes et bonjour à tous, escrocs mais pas trop et magouilleurs un peu farceurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre trafiquant des plateformes, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Originals. Bonjour Gauthier. Salut, effectivement j'aime beaucoup les machines à sous, les tabacs non déclarés, les débits de boissons un petit peu bizarres, voilà, on va voir tout ça. Et de l'autre côté de le ring, le maître du temps et des sorties, l'esthète de l'agenda auquel aucun programme n'échappe et pour qui les plateformes s'écharpent, Monsieur Johan Sardé. Merci, j'ai enfin mon intro. Je peux me coucher tranquille ce soir. Et le pire, c'est qu'on va rajouter en post-prod des bruits de foule qui t'acclament. Voilà. Johan Sardé, donc journaliste cinéma et séries indépendant qu'on peut lire chez Just Watch France. Bonjour les origineux. Au programme de cette semaine, un film qui s'appelle tout simplement Les Bâtards, une comédie française originale sur Prime Video qui se situe dans le Paris des années 90 entre chronique familiale, humour absurde et ambiance de bistrot pas très nette. Vous retrouvez ensuite Gauthier pour sa chronique Les Pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles Gauthier aujourd'hui ? Je vais vous parler de la manière dont de jeunes réalisateurs viennent au long métrage et comment il me semble que les plateformes pourraient les aider à faire cette transition de je suis personne à je suis un réalisateur de film. Johan, tu nous feras ensuite l'agenda. Attends, laisse un peu la foule, ça se peut. Voilà, merci. Avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et ça donne quoi cette semaine au niveau du baromètre des sorties ? Il y a de la New Romance, j'ai envie de te dire, et il y a du football. Ah. Cette saison, tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est un très beau programme, mais en tout cas, tout de suite, je vous propose de parler des news. Ça vient de tomber. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, en partenariat avec Cinema Teaser. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la puce écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Alors oui, c'est tombé. Ah, attention. Ouais, c'est tombé, un petit peu du côté de Disney+, mais c'est surtout tombé proche de nos cœurs. Buffy... C'est marrant, c'est la première fois que ça tombe aussi cool, quoi. Ouais, mais voilà pourquoi. On voyait, le truc bougeait. Voilà, il puis c'est là, il est tombé, tombé, bon, voilà. Cool mais pas cool, hein, puisque Buffy pleure Giles. Anthony Head est décédé. L'acteur britannique de la série culte Buffy contre les vampires, qui jouait donc le mentor de Buffy et père de substitution, est décédé à l'âge de 72 ans. On rappelle que notamment ça a été annoncé par les filles de Anthony Head. Anthony Head qui était le frère, je ne sais pas si vous le savez, De Murray Head, le chanteur, oui. tout à fait. Eh oui. Si vous ne connaissez pas Buffy, vous connaissez peut-être Ted Lasso, où il jouait le rôle de l'ex-propriétaire manipulateur du club de football de l'AFC Richmond. C'était lui. C'était lui. Donc celui qui joue l'ex-mari de la patronne actuelle. D'accord. Ouais, tout à fait là. On avait aussi pu le voir dans Merlin, où il incarnait ni plus ni moins que Uther Pendragon, le papa de Arthur. Et les Anglais, bien sûr, ont pu se délecter de son talent dans Little Britain. Voilà, c'était un petit avant-propos. Et je vous propose de repartir. Alors, j'ai vu plein d'hommages sur les réseaux sociaux pour cet acteur. Et je me joins à l'hommage, mais j'ai l'impression qu'il jouait dans tout ce que j'ai jamais vu. Oui, c'est un prisme. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été moi-même surpris de l'engouement. Je vous disais là, tout d'un coup, ça tombe, mais ça tombe partout. Qu'est-ce que c'est? Un parapluie ça tombe à bien. news, s'il vous plaît. Là, ça tombe. Ça tombe, mais ça tombe dru et ça va être participatif, messieurs, puisque on va parler derrière les statistiques qui sont tombées. Vous connaissez Nielsen déjà ?
C'est des leaders mondiaux de la mesure et de l'analyse de la connaissance des médias. Tout à fait. Voilà. Qui n'ont rien à voir avec Leslie. ni Non, tout ça. rien, Non, absolument non. rien. Et figurez-vous qu'ils ont balancé le top 20 des séries les plus regardées aux États-Unis entre 2025 et 2026. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, d'après vous, quelle est la série la plus vue sur les 2 dernières années, enfin 1 an et demi là? Les 2 dernières années. Non, c'est un truc auquel on pense pas. T'as envie de dire Stranger Things. Ouais, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Ouais, mais en fait, je non. coupe court, c'est Stranger Things. Hein. Ah bon 32,9 millions de spectateurs. C'est le twist le plus décevant. Donc ouais, sur une temporalité assez courte finalement, parce Ouais. que c'est sorti en fin d'année. Donc les gens qui ont fini la série, les gens qui ont rattrapé les anciennes saisons, j'en sais rien. En tout cas, aux États-Unis, c'est le record sur de regardage de séries sur les plateformes. Juste après, on a Is and Hers, toujours sur Netflix. Avec John Bernthal notamment. Inattendu. Ouais, carrément, parce que c'est une petite série. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympatoche. 25,6 millions. Derrière, ça y est, alors Marshalls. Ok. Marshalls chez Paramount, plus, on est toujours dans les 20 millions. Derrière, il y a un petit ventre mou, si je puis dire, avec le documentaire sur P. Diddy, Sean Combs, Landman, Bridgerton et Tracker. Et voilà, on arrive sur le top 8, enfin en 8e, High Potential, Ah ouais. l'adaptation de HPI Ouais. avec Audrey Fleurot. Derrière, en 9, The Pitt. Ouais. The Pitt, 13,8 millions, c'est-à-dire qu'on est à la moitié de Stranger Things. Suivi de Monster avec Ed Gein sur Netflix et Fallout. Ça, c'est le top D'accord. 10. Alors, par contre, on a parlé d'autres séries, nous, dans l'année. Bah ouais. The Boys, 9 millions. Donc, c'est très loin, 21e. Ça, Bienvenue à Derry, 43e. Oh là là. Grey's Anatomy, 67e. On n'a pas parlé de Grey's Anatomy. Non, mais il y a des gens qui regardent. Oui. Voilà. Et tout le monde te dit que c'est un truc. Bon, il y a c'est plus étonnant que. parce qu'en France, ça reste un vrai phénomène, chaque nouvelle saison de Grey's Ouais. Anatomy. Ouais. Et en fait, c'est. Là, il y a plus que 6 millions de D'accord, de 7,6, fidèles. 6,8. Les derniers fidèles, quoi. À égalité avec Emily in Paris. Eh oui, Emily in Ok. Paris, c'est 67e en fait. Hein. Ah ouais. Eh ouais, C'est pas tant ouais. que ça, quoi. Pluribus. Pluribus, ouais. Pluribus, à votre avis? Bah, c'est Apple, donc c'est petit quand même. Ouais, 80e. Ah la vache. 80e, 6 millions malgré un succès. Voilà, la presse a aimé, le public s'en est un peu battu les steaks. Et le retour de Malcolm, 84e. Voilà, donc c'est loin derrière. Ouais, mais en même temps, tu sais ce que c'est. Il y a vraiment toujours une grande séparation entre la réalité de ce qui est vu et un peu le battage médiatique, quoi. Moi, je voyais ça. Johan doit se souvenir quand on était chez Allociné, il y avait des films dont toute la rédac parlait pendant des semaines. Et puis après, tu regardais le box-office et ça faisait 17 000 entrées. Moi, le souvenir que j'ai magique là-dessus, c'était Franck avec Michael Oh Fassbender. là là, ouais. Ouais, rien du tout. C'était le film le plus attendu de tout le monde. Ouais. Et le truc a fait 12 entrées. C'est ça. Moi, j'avais il y a un film c'est très épidermique pour moi. C'est A Ghost Story, Ouais. où il y avait le frère Affleck qui jouait un petit fantôme et qu'on le voyait jamais parce qu'il était sous un drap. Donc, ça se trouve, c'est pas lui, hein, on s'en fout. C'était Pedro Pascal. Et c'était Pedro Pascal probablement. Je sais plus combien d'entrées ça a fait, mais c'était très marginal. Donc oui, parfois il y a un effet loop dans ce qu'on traite qui est un petit peu curieux. Attention, ça vient de tomber. Ah, c'est pas vrai. Ouais, C'est pas vrai. Ça tombe sur Apple TV+. Ça tombe sur Apple TV+, puisqu'il y a une nouvelle série un peu prestige qui sort sur Apple TV+, avec Anya Taylor-Joy. Ah oui, Ouais, j'ai vu ça, ouais. On se souvient du jeu de la dame, hein, notamment. Et bien là, ça s'appelle Lucky, et elle jouera une braqueuse obligée de prendre la poudre d'escampette lorsqu'un casse à plusieurs millions de dollars tourne mal. Voilà. C'est attendu pour cet été. On vous en reparlera sans doute dans notre émission spéciale de fin de saison qui se projettera sur le Quoi qu'on regarde cet été. On l'a pas vu depuis Furiosa, non? C'est bien possible, ouais. S'il y a eu un film, justement, toujours sur Apple TV, où elle était... c'était elle plus le mec de Whiplash, dont j'ai mangé le nom, l'acteur. Robert- The Gorge. Voilà, The Gorge. La Gorge. Où elle devait, Oui. il devait protéger Il fallait Miles un Taylor. gouffre. Max Taylor, Voilà, voilà. il y avait un gouffre avec des bestioles dedans. voilà, qui était très attendu et un peu décevant, encore une fois. Regardez, c'est tombé là. Ah là 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 là. C'est tombé là. C'est tombé là J'ai et vu. le roi est mort. Vive le roi. Vive le roi. Le fondateur de Netflix s'en va. Il quitte ses fonctions. Oh là là. Reed Hastings passe la main. Voilà, il a dirigé Netflix pendant 30 ans et transformé donc ce fameux service de location de DVD en leader du streaming mondial.
Et donc il laisse le conseil d'administration de l'entreprise qu'il avait cofondé. Évidemment, ça date de 97 et là il a arrêté le 4 juin dernier. Donc voilà. Il a fait un burn-out. Non, il va était devenir déjà prof de yoga. Alors non, il a dit ce qu'il faisait. Alors j'ai coupé ça, je le fais de tête, mais en gros, il veut lancer un golf écolo et investir dans le renouvellement climatique. Voilà. Il a fait un burn-out. Non, mais il avait déjà perdu ses fonctions. Enfin, il s'était déjà retiré de la vie opérationnelle de Netflix en 2023. C'est Ted Sarandos qui est vraiment en lead depuis cette époque-là. Là, juste, il était au board, il s'en va, et le mec qui lui succède, il s'appelle, si vous voulez le savoir, Jay Huang, et lui, il est même membre du conseil depuis 99, donc ça fait partie des anciens, rien de bien nouveau de ce côté-là. Mais qu'on aime ou pas Netflix, c'est quand même une success story, juste de dire, c'était quand même un truc où t'envoyais des DVD dans des enveloppes. C'est ça. Oui. Et que ça devient le leader mondial du streaming, c'est assez fort quand même comme évolution, je trouve. J'en ai une autre comme ça. Nintendo, il y a 100 et quelques années, plus de 100 ans. C'était des cartes à jouer. C'était des cartes à jouer, et tout d'un coup, paf, nous on va faire du jeu vidéo, bravo. Du coup, c'est tout pour les news aujourd'hui. Je vous propose d'enchaîner directement avec le gros plan de la semaine. Et ce gros plan, il parle du film Les Bâtards, une comédie française, donc, comme je disais en ouverture, située dans le Paris des années 90. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Que c'est une chronique familiale, qu'il y a de l'humour un peu absurde et provocateur, qu'il y a une ambiance de bistrot aux activités clandestines. Et voilà, c'est une fratrie improvisée confrontée à un héritage un peu encombrant et imprévu. C'est un peu les trois frères qui rencontreraient Family Business. Yoann, comment tu décrirais ça, toi ? Eh ben, souvent, c'est un peu dur de pitcher des fois, je mène de notre ami Lia. Et en fait, il a été assez intéressant dans ce qu'il m'a dit. Donc, t'as demandé à ChatGPT. Voilà, exactement. Gemini, moi je suis très... Pardon. D'accord, Ok. Non mais voilà, faut citer Donc, ses sources, alors, monsieur. l'histoire démarre lors du repas d'anniversaire des 70 ans de Françoise, la matriarche d'une famille de la haute bourgeoisie parisienne, installée dans un sublime hôtel particulier. Le drame éclate au moment du dessert. Françoise, se sachant condamnée par la maladie, décide de vider son sac. Elle annonce à ses enfants qu'ils ne sont pas nés du grand-père bourgeois qui les a élevés, mais de 3 pères différents. Et issus de milieux populaires, pour toucher leur part d'héritage, elle impose une condition. Ils ont 3 semaines pour retrouver leurs pères respectifs et organiser un grand dîner de famille. C'est avec Catherine Fro, Benjamin Laverne, Mela Bédia et Panayotis Pasco. Et c'est une satire du milieu bourgeois, du choc culturel à deux sens. Et alors, voilà. Donc ça, c'est vraiment... J'ai écrit à Gemini, je lui ai dit, fais-moi un topo sur une famille de bâtards. Donc il nous sort ça et je lui ai dit, mais ça n'a rien à voir avec le film qui sort sur Prime Video. Il me fait, autant pour moi, j'ai complètement mélangé les pinceaux et les synopsis. C'est le piège d'écrire de la fiction à la place de la réalité. Ils ont dit ça. Il te dit ça. non, mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Épisode 2. Donc il me fait... Effectivement, ça sort bien sur Prime. C'est avec Hakim Gemili, Laura Felpin et Benjamin Tranier. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ça va mieux. Oui, c'est beaucoup mieux là. C'est plus cool. Voilà. Et là, il me sort un pitch, en fait, qui est une espèce de ressucé De son pitch. Non, de comment ça s'appelle, de L'amour c'est surcoté. Ce qui me présente chacun des personnages avec les prénoms et les rôles de L'amour c'est surcoté, le précédent film du réalisateur. Et donc là, je lui fais, mais tu racontes n'importe quoi. Et il me fait, tu as raison. J'adore. Je me suis emmêlé les pinceaux d'une scène à l'autre et je t'ai fait un gros gloubi-boulga texto. Ah ouais. C'est le problème quand on essaie de faire le malin en mélangeant les vrais bouquins, les fausses sorties et les synopsis. On finit par raconter n'importe quoi. Allez, on remet les compteurs à zéro. Dis-moi de quoi ça parle. Je lui dis, non, mais c'est moi qui te demande. Tu te fous de ma gueule. Et il me répond, épisode 3, c'est la fin. Tu as totalement raison, c'est le monde à l'envers. C'est mon boulot de te donner les infos et pas l'inverse. Je te présente mes excuses. Faites attention à l'IA, les gens. C'est incroyable. Non, mais j'étais obligé de vous partager ça parce que... Ton copain Gemini, je deviens fan petit à petit. Les conversations que t'as avec lui. Non, mais maintenant, à chaque fois que je lui demande un truc, en fait, je lui dis, t'es sûr? Oui. Mon Dieu. Moi, la seule fois où j'ai utilisé l'IA pour essayer pour mon travail, c'était parce que c'était le soir où il y avait des Césars qui étaient remis à Jacques Audiard pour son dernier film, donc le comédie musicale. Emilia Pérez. Emilia Pérez, voilà. Et je me suis dit, Emilia Pérez, Amélie Poulain. Oui, genre, voilà quoi. On peut inventer des trucs, on dit ce qu'on veut. Et je me suis dit, je crois que là, avec ce César-là, il devient le mec qui a le plus de César. Et comme j'en étais pas sûr, je me suis dit,
bah voilà, peut-être là, l'IA pourra me... Très mauvaise idée. Voilà. Donc je dis à l'IA, dis-moi, c'est qui a le plus de César Et il me répond, Isabelle Adjani a gagné 4 ou 5 Césars, un truc comme ça. Et je lui dis, dis-moi, Roman Polanski a combien de Césars ? Ah oui, c'est vrai que Roman Polanski a 10 Césars. Oui, voilà. Donc c'est qui a le plus de Césars ? Ça doit être Roman Polanski. Oui, non, mais Jacques Audiard, il en a 12 maintenant. Enfin bon, l'IA, n'importe quoi. Non, vérifiez toujours. Voilà, c'était un petit exemple rigolo. Mais si je vais demander un truc sur la géopolitique, c'était un peu plus embêtant. Exactement. En tout cas, non, le vrai film qui s'appelle Les Bâtards, et pas une famille de bâtards, j'ai appris ça aussi, c'est Les Bâtards, je crois. Oui, en tout cas, titre. dans le fichier qu'on nous a partagé, ça s'appelle Les Bâtards. Et ça ressemble à ça. Mais mon père, mais tu m'as dit qu'il était mort. Papa, vous êtes qui? Son fils? Toi aussi? Tu sais que je peux te frapper si je veux là. Je suis arabe. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais ma sœur, toi? Attends, j'ai aussi une sœur. T'es qui toi en fait? Mais ça s'arrête quand tout ça là? Chez Momo, c'est un café. Mais ce qui intéresse papa, c'est les affaires. Genre les machines à sous. Je sais pas ce qu'elles ont avec moi ce soir, mais j'ai une cote là. C'est un hôtel de passe là? Rien de caché à toi, hein. Ah, j'adore ce lieu. On a un petit souci. Les dettes, ça se transmet par le père. Et si on rembourse pas? On brûle tout. Et vous avec. Et le vrai pitch, c'est quoi ? C'est qu'à la suite d'une fusillade qui laisse son père pour mort, Mohamed découvre que celui-ci cachait l'existence de 2 demi-frères et sœurs, Maurice et Morgane. Et contraints de vivre ensemble, ils doivent reprendre chez Momo, ce fameux bar parisien endetté jusqu'au cou, tout en composant avec la pègre locale, les arnaques et leurs propres conflits familiaux. Voilà, ça c'est la vraie histoire. Et je viens de percuter que tous les enfants, ça commence par mot. Exactement. J'avais pas percuté. C'est fort. C'est fort. C'est fort. On le disait, c'est le nouveau projet donc, de Mourad Winter. Après L'amour, c'est surcoté. Et on retrouve une grande partie du casting, évidemment, Hakim Djemili, Laura Felpin, Benjamin Tranier, auxquels viennent se rajouter Cadmerade et Florence Foresti pour des petits rôles plutôt sympathiques, mais plus en retrait. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film ? Déjà, est-ce que vous aviez vu L'amour c'est surcoté ? Ouais, j'avais vu Les Morceaux surcotés qui s'était mangé un vrai bide au box-office, Ouais. pas tout à fait justifié parce que le film était vraiment sympa. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, L'amour c'est surcoté. Et tout le monde l'avait un peu identifié avant qu'il sorte comme le film qui va vraiment lancer Laura Felpin et Hakim Djemili. Et il s'est un peu mangé le mur du box-office et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on retrouve aujourd'hui le deuxième film Mourad Winter. du réalisateur directement en streaming parce que peut-être que le box-office lui a dit non. Ouais, peut-être que ça valait pas la peine de prendre le risque du box-office. Pour décrire rapidement ce film que j'ai trouvé sympathique et pas mal joué, on peut dire que c'est Snooch. Oula. Voilà. Alors, il va falloir C'est- définir ça, monsieur Jurgensen. Snooch, c'est le snatch, mais un petit peu Ok. au rabais. Voilà, c'est Snooch. Snatch de Guy Ritchie, on rappelle. Ouais. C'est-à-dire que Snatch de Guy Ritchie, ce qu'on adore dans Snatch, c'est que ça a une sorte d'ampleur colossale dans le ton et dans la mise en scène et tout. Enfin, c'est un truc, c'est même addictif, quoi. Quand on le voit une fois, on se dit, j'aimerais voir plein de déclinaisons de ce film-là. Là, c'est un petit peu pareil, ça essaye de faire ça, c'est-à-dire le film de gangsters, mais c'est pas des vrais gangsters, c'est des gangsters par opportunité, quoi. Ils voulaient pas être gangsters, mais ils se retrouvent dans une situation où ils sont un petit peu obligés de le devenir. C'est une fratrie improvisée, c'est des gangsters improvisés, et tout est un petit peu improvisé dans le film, jusqu'à la scène finale, qui sera le dernier truc qu'ils n'auront pas improvisé, mais qu'ils auront pris en main. Donc ça fait des... c'est pas vraiment des losers magnifiques, ça fait des gens ordinaires dans une situation totalement extraordinaire et dans une situation où ils sont obligés d'être malhonnêtes. Donc ça fait... Oui, c'est l'opportunité d'un certain nombre de très bons gags. J'ai notamment en tête le bouche à bouche le plus improbable que j'ai jamais vu de ma vie, qui est très très drôle. Non, mais alors, je suis désolé, mais je vais le dire tout de suite parce que c'est un rôle hyper ambigu et il avait déjà le même dans le film précédent. Mais Benjamin Tranier a un talent incroyable pour être un espèce de trublion poil à gratter qui va vraiment sur des sujets ultra borderline avec une façon hyper détachée. Mais conscient des choses, hein. et je trouve qu'il le fait et que c'est l'un des ressorts humoristiques les plus efficaces du film tout le long. C'est-à-dire que son rôle, bizarrement, c'est son rôle d'humoriste, quoi. C'est-à-dire qu'il fait toujours le gars qui fait des vannes qui vont trop loin, quoi, et qu'il le fait sans même en avoir conscience. En jouant un espèce de mec un peu con, un peu. Mais sachant que quand le film commence, il est prof de techno. Et Ouais. on se dit qu'il va plutôt être dans toute, comme tu disais, cette aventure un peu de malhonnêteté improvisée.
l'espèce de boussole morale. Et en fait, pas du tout. le mec, c'est celui qui saute à pieds joints dans le gangstérisme en disant « Oh, c'est pas mal ça !» C'est Joe Pesci. Il invente des tasers, il prend en main des prostituées. Enfin, il a un truc très très flamboyant et marrant, quoi. Ouais, typiquement, on se dit au contact de la prostitution, il va plafonner, il va y avoir une barrière morale, et pas du tout. Il est genre ah super. Ouais, donc lui, c'est vraiment le personnage le plus réussi du film. Moi, j'ai un tout petit problème, mais parce que je dois être vieux, je comprends pas très bien la hype de Hakim Jemli. Je trouve qu'à chaque fois qu'on le met en lead dans des films, ça fait des films qui se bananent au box-office et tout. Je trouve peut-être qu'on ferait mieux de l'utiliser comme ressort comique, rôle secondaire ou des trucs comme ça, plutôt que de le placarder sur les affiches. Je trouve qu'on le met, on le met en échec quoi tout le temps, ce gars, alors que il a quand même il a un capital sympathique et bon quoi. Et puis le seul truc que je dirais d'un peu faible dans le film, je le trouve pas très bien écrit. C'est Mourad Winter qui signe le scénario aussi. Je trouve qu'il y a des moments où il y a des faiblesses d'écriture, mais qui sont folles. On s'en parlait avec Johan avant de lancer l'enregistrement. Il y a quand même des successions de scènes où on se dit il manque des scènes. Il manque des scènes pour m'amener... Un peu de liant, un peu d'ambiance, un peu de Exactement. quotidien aussi. Il manque des trucs pour m'amener de ceci à cela, tu vois. Enfin, t'arrives à suivre, mais tu te dis ça va trop vite, quoi. T'aurais presque voulu une série de 3-4 épisodes, quoi. Peut-être. Ouais, ou en tout cas des scènes qui manquent. Il dure combien? J'ai pas relevé. 1h40, je crois. Mais voilà, c'est ça. 1h40. Et après, moi, voilà, on en parlait avec Gauthier, effectivement, il manque des bouts. Après, il y a un truc qui est vraiment réussi, c'est l'ambiance. Alors, le film se passe en 97. 97, ouais. Moi, en fait, c'est marrant parce que c'est une ambiance un peu plus années 80. PMU années 80, ouais. On est moins dans les années 90 que les années 80, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais lui, en tout cas, je crois que Mourad Winter, il a grandi dans un PMU. Et en fait, ça se sent qu'il connaît bien l'ambiance. L'odeur, la patine des sièges, le truc un peu vieillissant et tout. Et en fait, on se dit, ouais, ce PMU chez Momo, il existe, quoi. Et alors, pour vous, Oui, alors, moi, il y a des petits trucs sur lesquels j'ai tiqué, parce que 97, c'est quand même un truc, on s'en souvient, hein, c'était l'année de sortie de l'école du micro d'argent et tout ça. Normalement, dans ce PMU, s'il y a, on va dire, une dizaine de personnes dans le PMU, il y a une dizaine de clopes, hein, avec la dizaine de personnes qu'il y a dans le PMU, hein, normalement. Mais bon, enfin, voilà, ça c'est... Et justement, ce bar là chez Momo, est-ce que ce serait pas un personnage à part entière? Ouais, si, bah c'est ça qu'il arrive vraiment bien à restituer. Et on comprend assez vite aussi Après, bon, la géographie d'un bar est pas non plus très compliquée, mais on comprend vraiment, voilà, un peu il y a comment dire, la salle principale, l'arrière-salle, la cuisine, la cave, voilà, comment tout ça s'organise. Les prostituées qui sont à l'étage, parce qu'il y a aussi des chambres d'hôtel. Oui, c'est un bar hôtel, quoi. Bar à hôtel, bar hôtesse. Enfin, voilà. Bar Love Hotel. Love Hotel, voilà. Et ouais, et en fait, on s'attache assez vite à ce lieu et on comprend que cette fratrie qui, au départ, parce que c'est quand même 3 personnes qui se découvrent un père qu'ils ignoraient presque, on comprend qu'ils s'attachent à ce lieu et qu'ils cherchent à le défendre parce que c'est un peu comme un fief, et finalement c'est cet endroit-là qui les rassemble puisque le père n'est plus là. Et donc en fait c'est un peu l'incarnation du père, quoi. Oui, mais c'est un peu comme l'Hôtel du Nord, tu vois, ce bar tabac. Tu sens que il y a une zone autour et puis tout le monde s'y rassemble, mais personne s'en échappe aussi, si tu veux. Mais c'est même incarné à des moments par des scènes qui sont d'une lourdeur que je trouve... ça m'énerve presque qu'on puisse encore écrire des scènes pareilles en 2026, quoi. Il y a une scène, il y a un personnage, je dirais pas lequel, il y a un personnage qui fait toute une fête pour dire « Allez, c'est bon, 30 ans de ça, moi je me casse, ça y est, je vais aller me faire une retraite au soleil, au bord de la mer, salut les gars » et tout. Qu'est-ce que tu crois qu'il va lui arriver dans les 5 minutes? Oui, ça c'est des trucs. Mais alors, moi je voulais plus vous interroger, parce que le bar on en a parlé, mais autour de cette notion de demi-frère et demi-sœur, et leur relation qui évolue quand même pas mal. On sent qu'il y en a qui prennent l'ascendant à des moments, d'autres à d'autres. On voit des failles et voilà, il y a des renversements qui sont opérés dans cette relation. Ça révèle quoi de cette notion de je sais pas, on va dire de famille choisie, plus que de famille imposée? Dans la dynamique familiale, il y a quelque chose qui marchouille, mais pas vraiment bien. C'est que, en gros, il y a un frère et une sœur qui sont
Hakim Gemli et Laura Felpin, et qui se renvoient la balle, mais c'est un peu plat. Leur relation est un peu plate, quoi. On sent bien que elle, c'est la gouailleuse qui a du bagou et qui rentre dans l'art, et que lui, c'est un peu le mou du genou, le lâche et tout ça. Mais c'est quand arrive Benjamin Tranier, justement, qui lui est l'électron libre total, qui a pas de filtre et tout, que là, à 3, il y a une mécanique qui se met à fonctionner. Parce qu'en plus, lui, il arrive dans une fratrie qui a des origines arabes, mais on sent bien que lui, il a un petit fond d'extrême droite latent. Au départ, en tout cas, il y a quelque chose de très franchouillard dans le mauvais sens du terme. Alors, on voit bien pour qui il vote et qu'il fait partie à l'époque des fameux 15%. 15%. Elle est loin, cette époque. Mais pareil, l'opportunité de devenir arabe et d'avoir des origines arabes, il trouve ça super, le mec, quoi. Donc c'est hyper vrai curieux. que lui amène le piment sur le poil à gratter. Le poil à gratter, vraiment, parce que sinon ça pourrait être un peu plat, effectivement. Mais il y a un vrai sujet aussi autour de cette filiation, de cette origine arabe, et notamment algérienne, à la fin des années 60-70, parce que c'est l'histoire du papa et de ses amis, notamment joué un des amis de cœur du papa, il est joué par Kadmerad. Ah oui, il faut qu'on en parle, ça. Ouais, et il y a un vrai truc autour du récit, de la thématique, de l'héritage culturel, de ce qu'ont fait la première génération suite à l'arrivée justement des immigrés dans les années 60-70, l'héritage de la guerre d'Algérie, mais sans le côté politique des choses, mais le côté social de ce que ça peut représenter auprès de toute une population. Et je trouve que tout ça, c'est un peu ce que le film voulait vraiment raconter. Il le fait à moitié. Il y a des moments où c'est touchant, il y a des moments où c'est un peu forcé. Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça? Parce qu'il y a quand même un petit voyage en Algérie qui est opéré aux 3/4 du film, on va dire. Ouais, c'est vrai. Il y a un problème avec le personnage de Kadmerad, qui est que c'est à la fois un personnage, c'est un archétype. On le voit dans plein de films, ce personnage de spectateur un petit peu presque omniscient, tu vois. C'est même lui qui est narrateur au début. C'est lui qui est narrateur, et puis il est aveugle, forcément. C'est le spectateur aveugle, tu vois. Donc, il est toujours là en train de dire moi, je sais tout, je vois tout, même si je vois pas, en fait, voilà, je tire les ficelles dans l'ombre et tout. Ce qui est chouette, parce que ça fait des petits clins d'œil à des films que t'aimes bien, où tu sais que le narrateur, c'est un mec un peu pété qui est dans son coin, mais qui a un rôle un peu de dieu, comme ça, The Big Lebowski. J'allais dire Sam Elliott dans The Big Lebowski. Ouais. Et ce qui est un peu rageant, c'est que là encore, facilité d'écriture, Mourad Winter, il s'en sert un peu comme un Joker, quoi, de ce personnage de Kadmerad. C'est-à-dire c'est vraiment un personnage secondaire, mais dès qu'il y a un trou de scénario où on sait pas comment régler le truc, il y a Kadmerad qui arrive et qui fait pop 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 et blablabla et blablabla. Et voilà, c'est réglé, quoi. Tu sais, je t'en parlais sur la série Nero avec Pio Marmaille. Avec Pio Marmaille, il y a un personnage de sorcière, et à chaque fois qu'on est dans une impasse, on fait ouh, c'est la magie de la sorcière, et puis l'impasse est réglée, tu vois. Là, c'est un peu pareil, c'est un peu le Joker Kadmerad, quoi. Mais et pour en revenir au côté social que tu évoquais, moi, ça m'a un peu rappelé. Et justement, c'est un peu en demi-teinte le film L'Italien avec Kadmerad, justement. Ouais. C'était l'histoire de quelqu'un qui se faisait passer pour italien parce qu'en fait, il voulait cacher ses origines du Maghreb. Et c'est toujours des films comme ça qui ont un pied dans le rire et dans le fun, et avec un fond social. Et du coup, on a un peu des deux, mais peut-être pas tout ce qu'il faudrait. Mais par contre, il y a un fond, et notamment les scènes en Algérie, et même des scènes de retrouvailles entre générations. Ouais. Qui sont assez, qui racontent un truc, qui sont assez chouettes. Ouais, il y a des choses qui fonctionnent pas mal. La conclusion même de ce qui se passe en Algérie est plutôt heureuse. Ouais, et il y a une espèce de cercle. Quand même, il faut dire que tout ce film nous parle de la communauté maghrébine en France à une époque, et de ce dans quoi elle se spécialisait. Et ça, c'est assez intéressant, parce que même quand on a vécu l'époque, on se doutait peut-être pas qu'il y avait quelque chose de si spécifique dans l'industrie qui se passait. L'histoire des licences 4, par exemple. Exactement. J'ai découvert ce qu'était une licence 4. Ouais, je ne connaissais pas l'origine. Voilà, ça s'appelle donc Les Bâtards, hein, on rappelle, avec film de Mourad Winter, avec Hakim Gemili, Laura Felpin, qui est comme d'habitude exceptionnelle. Hein, Laura Felpin, elle est dans son rôle. Elle arrive à passer justement du côté gouailleur à des fois. Il y a une scène dans la voiture
où elle explose un peu Ouais, voilà, sur absolument. le volet dramatique, et elle a une palette de jeux qu'on avait vraiment vu dans Bref, qui Tout à fait. est vraiment là, quoi. Voilà, Benjamin Tranier, donc Admiral Florence Foresti, etc. Ça s'appelle donc Les Bâtards. On l'avait appelé une famille de bâtards d'après les Bah communiqués oui, de je croyais que presse. ça s'appelait comme ça, moi aussi. Finalement, c'est Les On va Bâtards. demander à Gemini. Il a mis un avis sur la question. Ah, mais c'est pour ça qu'il s'est trompé. Peut-être. Il sait pas de quel film on parle. Et c'est dispo donc depuis le 12 juin, donc depuis juste là. Je vous propose d'enchaîner tout de suite puisque c'est toute une nouvelle génération et de nouveaux visages qui rayonnent à travers ce film. Et Gauthier, ça t'a un peu inspiré et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, vers où tu nous amènes cette semaine ? Ouais, je vais vous dire les vrais trucs. Plutôt, je vais vous raconter une vraie histoire. Et ce coup-là, je vais essayer de pas me perdre en chemin. Moi, en décembre 2011, j'ai vécu une des plus belles journées de ma vie. Parce que un jour, comme ça, je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone mobile et j'avais un message. Et le message était un message d'un certain Johan Sardet C'est moi. qui me disait « Bonjour, nous avons besoin de vous voir pour une mission relative au court-métrage chez Allociné. » Alors moi j'étais très surpris, je suis allé voir ce qu'on me voulait et on m'a pris pour devenir le chef de la rubrique court-métrage chez Allociné, boulot que j'ai gardé pendant 3 ans. Et ce qui était marrant, c'est que évidemment personne dans le monde n'est spécialiste du milieu des courts-métrages. Oh, il y a Donc- bien un mec qui s'appelle... Non, non. Ben non, non, très très peu de gens et du coup, enfin c'était une opportunité, mais c'était l'opportunité de découvrir ce monde du court-métrage et quelles en sont les ficelles, les tenants, les aboutissants, qui était là-dedans, quels étaient les festivals et surtout ce qu'on en espérait du court-métrage. Alors je vais pas trop rester là-dessus parce que c'est vraiment, enfin ce que j'ai découvert est vertigineux et je pourrais rester mais des heures sur le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste court-métrage, ce métier qui encore aujourd'hui m'apparaît comme le métier le plus étrange du monde parce que il ne répond à aucun besoin. Il répondait juste à une demande qui était une demande d'une marque de voiture de luxe qui s'était improvisé un petit peu mécène du court-métrage. Donc, il fallait quelqu'un pour faire le boulot, mais personne n'avait besoin de quelqu'un pour faire le boulot. Donc, c'était un paradoxe total. Et ce que j'ai découvert dans le monde du court-métrage était assez fascinant, notamment, enfin, j'ai dû aller à l'encontre d'un cliché que j'avais en tête, c'est que pour faire du long-métrage, il fallait faire du court-métrage, et que les gens qui faisaient du court-métrage en faisaient dans l'espoir de faire un jour du long-métrage. Je pense que c'est un cliché qui est vrai, qui existe. Je pense même que les gens qui font du court-métrage croient en ce cliché, font des cours en se disant « je fais des cours comme ça, un jour je ferai des longs-métrages ». Je fais mes classes en fait. Je fais mes classes, je fais mon book. Tu sais, c'est un peu comme un photographe qui ferait son book. La vérité des choses, c'est que ça marche pas comme ça, du tout. D'ailleurs, c'est simple, vous pouvez aller chercher la liste des palmes d'or du court-métrage, puisque chaque année, on décerne une palme d'or à un court-métrage. Regardez qui a reçu la palme d'or du court-métrage. Vous connaissez personne là-dedans. Il n'y a pas un mec qui a transformé l'essai et qui est devenu réalisateur de long. Donc, si vous voulez, le milieu du court-métrage, c'est un milieu qui s'auto-alimente, s'auto-gère, s'auto-régule avec des festivals qui le concernent et au fait qui devient pas grand-chose. Il n'y a pas de spectateurs pour ça. Il y a pas de... Il y a vaguement des fenêtres télévisées, mais elles sont genre à 1h du mat par Sur Arte. obligation sur Arte et tout ça. Donc il y a pas de loi de l'offre et de la demande. C'est vraiment un milieu hyper curieux. Et je me disais, tiens, là, comme on voyait un film de Mourad Winter, je me disais, tiens, c'est qui Mourad Winter ? Et puis j'ai découvert qu'il avait fait un long métrage qui était L'amour, c'est sûr. L'amour, c'est surcoté, qui est sorti l'an passé, il me semble. Ouais, tout à fait. Et je me disais, tiens, lui, voilà un jeune réalisateur qui est en train de trouver sa place sur une plateforme. Et là, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas mal, parce que maintenant, on a ce nouvel espace qui n'existait pas du temps où j'étais journaliste court-métrage. Et où c'était... L'époque où j'étais journaliste court-métrage, elle était encore un peu binaire. Soit tu faisais du court, soit tu faisais du long. Et probablement que tu faisais du court dans l'espoir de passer au long. Et là, maintenant qu'il y a les plateformes, non seulement les jeunes cinéastes peuvent peut-être se faire la main
quand ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un film chouette, mais c'est un film dont on voit les petits défauts et qui sont probablement des petits défauts d'inexpérience, quoi. Probablement que les jeunes cinéastes peuvent se faire la main sur les plateformes, et mieux encore, pourquoi est-ce que les courts-métrages qui jusqu'à maintenant n'avaient pas vraiment de destinée n'iraient pas sur les plateformes ? Franchement, ça prend pas beaucoup de place, ça fait chier personne. Et puis pour ceux que ça intéresse d'aller chercher ça, on pourrait voir ça de manière beaucoup plus ça pourrait même être un argument marketing pour les plateformes de dire les courts-métrages c'est chez nous, ceux qui aiment bien et celles qui aiment bien, venez chez nous, quoi. Exactement. Alors j'ai plus d'exemples précis sous la main, mais je sais très bien que par exemple dans le Marvel Cinematic Universe, il y a des formats courts qui existent sur Disney+, et qui sont des petits ajouts. Et c'est pas obligé, tu vas les chercher si tu as envie d'aller les chercher. Mais voilà. Et je suis convaincu que tout l'écosystème du court-métrage, et même tout l'écosystème de comment est-ce qu'on passe au long-métrage, aurait beaucoup plus sa place sur les plateformes aujourd'hui, et que même ça aurait beaucoup plus de sens aujourd'hui d'être journaliste court-métrage ou d'être un observateur des débuts de carrière dans l'industrie, maintenant qu'on a les plateformes et que on peut se tourner vers ça. Voilà. Donc je crois que j'ai pas été trop insistant sur qu'est-ce que c'est que être journaliste court-métrage, mais en tout cas ça a donné lieu à des anecdotes, mais que je garde pour une autre fois. Mais par exemple, Vincent McCain, vous connaissez Vincent McCain ? J'ai été le premier journaliste cinéma à l'interviewer, et il s'en souvient encore, et parfois quand je le croise, il me claque une bise et il est hyper sympa avec moi et tout. Donc Coralie Farja aussi, t'avais découvert. Coralie Farja, c'est vrai. Substance quand même. Comme quoi, il y a des cours qui font des longs. Mais ouais, j'étais totalement passé à côté de Coralie Farja, alors que je l'avais interviewée assez longtemps, et c'est vrai que plus de 10 ans plus tard, voilà, Festival de Cannes, prix du scénario et tout, elle a été même nommée à l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Ouais, c'est fort. Donc voilà, oui, c'était le truc qui était très agréable, c'est que comme j'avais ce boulot qui avait encore une fois pas de sens, mais j'avais un accès totalement privilégié à un monde très très curieux. Voilà, c'est ça. Merci Gauthier, merci à toi. Et si je peux ajouter juste un mini truc, c'est qu'au-delà de ce que vient de dire Gauthier, qui était hyper intéressant sur les cours, peut-être sur les plateformes un jour, c'est qu'il y a aussi quand même cette troisième voie qui s'appelle YouTube. Ouais, absolument. Et on a vu notamment Curry Barker, le réalisateur d'Obsession, qui sort de là en fait. C'est-à-dire que le mec il fait ses cours, ses sketchs, après il fait une sorte de semi-long qui dure à peu près 1 heure. Et là, les gens font « Oh là là, le gamin, là, il a du talent. » Et en fait, on va lui donner un peu d'argent et on va faire un film, quoi. Alors, si je peux comparer ça au monde de l'édition de bouquins, si tu veux, si on imagine que le long métrage, c'est sortir un bouquin, faire du YouTube, c'est-à-dire s'auto-promouvoir, quoi, complètement, ça serait comme sortir des bouquins à compte d'auteur. C'est-à-dire ça, tu peux le faire. Il y a des maisons qui vont t'aider. Si tu trouves pas d'éditeur, tu vas dire je m'en fous, je sors un peu de pognon de ma poche et c'est moi qui sors mon bouquin. Le problème de ça, c'est que derrière, tu as une chaîne de distribution à laquelle tu vas pas avoir accès. Tu peux sortir ton bouquin à compte d'auteur et aller à la Fnac et dire « Vous voulez pas vendre mon livre ?» Ils vont faire « Bah non, nous on a des distributeurs, c'est nos partenaires officiels. » Comme on dit que les autoprods. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu vas vendre toi-même ton bouquin. YouTube, c'est pareil, tu fais ton truc, en fait, t'es en dehors de l'écosystème. Exactement, non, mais c'est plus c'est un autre book, quoi. Ouais, tu vas être aspiré par l'écosystème si tu arrives à te démarquer. Exactement. Et c'est là où le court-métrage n'existe pas vraiment dans ce monde-là, parce qu'il n'y a pas de livre de 5 pages. Ça n'existe pas, tu vois. Une nouvelle ? Ouais, mais il y a des recueils de nouvelles, tu vois. Mais il n'y a pas de... C'est pour ça, c'est vraiment... C'est une industrie fantôme, quoi. C'est très curieux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec l'agenda des sorties. Et ça va être à toi, Johan. Cette semaine, Johan, tu nous parles donc des sorties comprises. Là, cette semaine, entre en gros le 8 et le 8 juin, là, et la semaine qui suit. Comment ça soit quoi Pourquoi ça explosion. Alors, si vous êtes sur Prime et que vous étiez devant Une famille de bâtards ou Les Bâtards, on n'a toujours pas compris quel était le titre officiel, vous pouvez poursuivre votre visionnage avec Every Year After, 8 épisodes
qui nous emmène du côté de la New Romance. Ouais. Ce genre que j'affectionne tellement. Bah oui, ça commence à être un running gag. C'est Là. un running gag. On va voilà. finir par en parler. Et donc Prime Video s'est fait un peu une ligne éditoriale. Hein. Donc pour vous dire, donc la New Romance c'est vraiment issu voilà de tous ces romans plutôt on va dire ados, jeunes adultes qui notamment s'inscrivent dans ce qu'on appelle le BookTok. Et là donc Every Year After qui s'appelle Tous nos étés et Every Summer After dans la version papier. Ça nous raconte comment voilà deux anciens amants vont se retrouver. Ils s'étaient aimés les étés précédents et ça s'était mal fini, c'était tumultueux et au final peut-être qu'ils vont se réaimer ou pas. Ça ressemble à Grise mais sans les chansons un peu. Voilà. Mais peut-être que c'était un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Peut-être, on ne sait pas. Et il y a des chances que Percy Fraser et Sam... Comment il s'appelle ? Sam Florek. Ils ont des purs noms, j'adore. Donc ça, c'est pas les acteurs, c'est les personnages. Ouais. Mais si vous êtes un peu de la communauté BookTok, vous avez dû reconnaître ces deux personnages. Voilà, on va suivre leurs aventures, en tout cas sur 8 épisodes. Le tout supervisé par Amy B. Harris, qui avait fait notamment Sex and the City et Gossip Girl. Et c'est... alors, ça serait méchant de dire un énième, parce qu'en fait, on pourrait dire qu'on en a marre. Il y a un vrai public pour ça. Comme on dit, on en parlera peut-être un jour autour de ce micro. Mais c'est un vrai truc, la New Romance. Il y a un vrai public qui est en plus vraiment prolixe. Prolixe, par exemple, ma femme, elle regarde 1 ou 2 fois ou 3 fois chacune des séries. Et je lui fais, mais il y a plein d'autres trucs à voir. Mais Prolix, c'est pas de la nourriture pour chiens ? Ouais, aussi. Oui, c'est ça. Prolix. Ah, Prolix. Sur Prime Video également, vous avez depuis mercredi un film qui s'appelle Over Your Dead Body. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait parlé d'un film qui s'appelait Pizza Movie. Oui. Voilà, donc qui était la première réalisation d'un tandem Nick Kutcher et Brian McElhenney. Donc là, ils sont seulement scénaristes. Ils ont passé la caméra à un monsieur qui s'appelle Jorma Taccone. Alors, on s'en fout, on n'est pas là pour faire du name dropping, mais il a notamment travaillé sur Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, donc il est plutôt dans le gros délire. Là, on est dans le délire, mais un peu violent, puisque l'histoire de Over Your Dead Body, dont la tagline est « Quand on est, on ne compte pas ». D'accord. Bien. C'est un couple dysfonctionnel qui part en vacances dans une cabane isolée pour se retrouver et en fait pour s'éliminer l'un l'autre. Il y a donc une sorte de Mr. and Mrs. Smith Guerre des Roses. mélangé à la guerre des roses, voilà exactement, et avec un mix de thérapie de couple un peu, mais sauf que... En fait, si tu me présentes pas le casting, j'y vais pas. Par contre, si tu me donnes le casting, je fais pourquoi pas en deuxième partie de soirée. Oui, parce que le casting, il y a Jason Segel qu'on aime beaucoup, Samara Weaving qu'on aime beaucoup, Timothy Olyphant qui s'invite là-dedans. Et si l'histoire vous dit quelque chose, sachez que c'est un remake d'un film norvégien qui s'appelle The Trip, qui avait été fait par Tommy Wirkola. Wirkola, c'est le monsieur qui met des... je sais pas si on dit le mot en haine, on dit qui met des ennemis d'Indiana Jones dans la neige. Ah oui. C'est ça. C'est ça, c'est lui. Hein. Voilà, donc Tu veux dire des nazis ? C'est ça, oui, c'était le mot que je cherchais, le mot en haine. Mais alors, un jour, je vous raconterai comment j'ai été invité à un mariage où il y avait Samara Weaving et... Je crois que tu dire où il y avait des nazis. et des nazis. Samara Weaving et des nazis. Parce que c'est toujours mieux quand il y a des nazis, c'est toujours plus rigolo. Je hais ces gars-là. Voilà. Merci Indy. Sur Disney+, une nouvelle série qui a été plébiscitée à Cannes, donc pas au Festival de Cannes cinéma, mais au Festival de Cannes série. Ça s'appelle Alice and Steve, c'est en 6 épisodes. Pitch assez intéressant, même pas un petit peu grinçant, puisque c'est l'histoire d'une dame dont le meilleur, donc ils sont plutôt cinquantenaires, quinquas, dont le meilleur ami va commencer à fréquenter sa fille de 26 ans. Comment une amitié peut-elle résister à ça ? Est-ce qu'elle va aussi se disputer avec sa fille qui finalement à 26 ans a le droit de faire ce qu'elle veut ? Intéressant comme pitch. C'est ce que j'allais dire, ça pose un problème moral ? On n'a pas le droit de... Disons que c'est pas très 2026. C'est pas très 2026, mais ça ressemble un peu à un moment d'égarement un petit peu revisité. C'est supervisé par Sophie Goddard qui avait notamment bossé sur Sex Education et Rivals, et triple prix quand même à Cannes Série, prix de la meilleure série, prix spécial d'interprétation pour l'ensemble du cast et prix des lycéens qui ont donc pas trouvé cette histoire trop cringe. Donc intéressant, et c'est emmené notamment par Jermaine Clément et Nicolas Walker. Donc ça s'appelle, je vous le redis, ça s'appelle Alice and Steve, 6 épisodes sur Disney+. Alors j'écoutais pas jusqu'à Jermaine Clément. Vous savez qui c'est, Jermaine Clément ? Oui, c'est Flight of the Concorde. Oui, c'est la moitié du duo de Flight of the Concorde. D'un coup, tu embarques pour le là, tout de suite. Là, tu montes dans le Concorde. Oui. J'ai envie de dire.
Sur HBO Max, vous avez une série qui s'appelle Proud. En juin, c'est le bac. Tout à fait. En juin, c'est la Coupe du Monde. Aussi. Mais en juin, c'est aussi le mois des fiertés. Et oui. Et Proud s'inscrit dans cette dynamique avec une série polonaise. C'est vrai peut-être qu'on connaît pas très bien les séries polonaises. J'aimerais vous donner le nom des showrunners, mais il y a beaucoup de W, de C, de Z. Oui. J'ai peur de mal prononcer. Ouais. Je vais quand même tenter un Karol Klementevich et Ouais. Monika Presikiewicz. Ouais. Je tente, hein. Ouais, non, mais c'est pas mal. mal. Et c'est une série qui a eu beaucoup de prix à Sérimania, il me semble. Exactement, Grand Prix et prix du meilleur acteur pour Ignacy Lis, qui joue en fait un jeune modèle gay impulsif qui mène un peu une vie, une vie YOLO. Voilà, où il brûle la chandelle par les... Ça n'existe plus cette expression, YOLO. On est jeunes. Voilà, il brûle la chandelle par les deux bouts. Celle-là non plus, elle n'existe plus. Aucune de mes expressions. Gemini, viens m'aider. Bonjour, Yoann. Ces expressions sont parfaitement adaptées. Tu peux dire plein de fun. Et en tout cas, il vit sa vie, et sauf qu'en fait, il va se retrouver avec un enfant sur les bras, et ça va lui apprendre le sens des responsabilités. Ça a l'air très chouette. C'est en 8 épisodes. Ça a l'air batte. On a perdu tout le monde autour des micros. C'est la fin de saison. Hein. On sent la fin de saison. Ouais. Pardon, je me ressaisis. Ah mais non, mais tout va bien. On voit le bout du tunnel. Donc c'est sur HBO Max. Et pour terminer, en juin, c'est la Coupe du Monde. On l'a Hey. dit. Ah oui. C'est House of the Dragon. On en Hey. reparlera. Et on a le mix des deux avec Oh. Dragon Striker. Des dragons qui font du football. Exactement. Mais non, mais 11 épisodes sur Disney+, un monde de fantasy dans lequel il y a des terrains de foot, des ballons dans lesquels taper, et l'un des champions, c'est Kay, un jeune fermier, rêve de devenir le nouveau Dragon Striker. Ah. C'est celui qui a, j'imagine, un coup de pied de feu, quoi. J'imagine. ah oui, non, mais c'est de Et sauf qu'il y a l'animation. il y a vraiment des dragons dedans. Mais c'est de l'animation ou c'est du C'est live? l'animation. C'est de l'animation. Et oui, déjà, voilà. déjà, on se dit, ah oui, d'accord, c'est mieux déjà. Oui. C'est notamment, donc c'est une coprode franco-japonaise américaine et développée en France par une société qui s'appelle La Chouette Compagnie, et deux messieurs qui s'appellent Sylvain Dos Santos et Charles Lefebvre, qui avaient notamment bossé sur Imago et Bask Up, la série sur Tony Parker. Là, tu viens de citer deux mecs qui ont fait comme toi. Ils ont demandé à Gemini, ils ont dit qu'est-ce qui plaît aux gamins là bon, tu pourrais du foot avec des dragons. ça c'est bien. Donc voilà, donc c'est 11 épisodes. Petite curiosité pour les anglophones, l'un des rôles féminins est doublé par Evanna Lynch. Vous vous souvenez d'Evanna Lynch, Luna Lovegood, Tout à fait. dans Harry Potter. Donc voilà, Très qu'on bien. n'avait pas vu depuis Harry Potter. Ok. Donc c'est rigolo de la retrouver là-dedans. Voilà pour la sélection de la semaine. T'as des petits en vrac pour finir? Deux petits en vrac pour finir. Toujours sur Disney+, vous avez la série 911 Nashville, qui est le deuxième spin-off de 911. Donc voilà, une franchise qui continue à s'étendre. Ok. Voilà, il y a Ouais, des catastrophes partout. Ouais, bah, On les appelle. Bientôt 911 Maubeuge. Ouais, on aimerait bien. Qu'est-ce qui se passe à Nashville? C'est 911, mais il y a de la musique country. Enfin, je sais C'est pas. vrai. En gros, oui. Ok. Ils arrivent, ils sont... Après, il y aura 911 New Orleans avec du jazz. Oui, pourquoi pas? Et vous vous rendez compte qu'on n'a pas beaucoup parlé voire pas du tout de Netflix, parce que c'est une semaine un petit peu tristoune sur Netflix. Vous avez quand même la saison 5 de À l'ombre des Magnolias, dans lequel vous retrouverez Maddie, Hélène et Dana Sue. Vous avez un documentaire sur le foot, la Norvège en reconquête, qui explique comment une équipe de branquignoles est arrivée à réatteindre le haut niveau. Et puis, si vous aimez Koh-Lanta et tout ça, vous avez une nouvelle télé-réalité qui s'appelle Outlast, la jungle. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas compris la différence avec Survivor et Koh-Lanta, mais il y a peut-être une différence. Donc il faudra regarder les épisodes et puis vous nous direz. Mais là, comme ça, c'est des gens sur une île qui doivent survivre, quoi. D'accord. Merci, Johan. Mais attends, parce que je t'entendais parler du documentaire sur l'équipe de Norvège. Elle est dans notre pool, non? Je crois qu'il y aura du France-Norvège. C'est possible. Et J'ai du pas coup, du tout le calendrier en tête. Du coup, si on nous vend l'équipe de Norvège comme ça, elle a intérêt à assurer un petit peu, parce que si on lui met 11-0, Ouais, on va faire, c'est toujours des branquignoles. Je rappelle qu'à l'heure où on enregistre, on a perdu notre premier match amical d'avant Coupe du Monde. C'est vrai. Non, mais il y en a eu C'est un vrai. deuxième de hier soir. C'est vrai, Enfin, c'est vrai, voilà, c'est vrai. donc, Ah oui, mais je l'ai pas suivi. On a gagné. on a gagné. Ah bah voilà, très Enfin, bien. moi, je dis on, moi, je jouais pas, mais Voilà. Vous voyez le gars très sportif jusqu'au bout des ongles. Merci beaucoup Johan pour toutes ces sorties. Merci à tous les deux pour cette émission. C'est d'ailleurs là-dessus qu'elle s'achève. C'était donc Original, saison 2, épisode 40.
Ah, bravo. Épisode 40. Bravo. On embrasse donc 40. tous nos amis de Dax et de Mont-de-Marsan. On remercie aussi notre 40. partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci les gars. Je remercie Magic Andou, même si c'est moi qui me tape le montage de cette semaine. C'est vrai que Bah c'est oui. toi. Bah, on te remercie alors du coup. Voilà, je Et me puis on remercie. fait des bisous à Andou qui a droit à des Et je vacances. me rends compte que si on veut toucher un public jeune, il faudrait qu'on fasse 67 épisodes pour faire un... Un 6-7. Voilà, Bravo. c'était histoire de terminer cette ringardise totale. Prépare une imitation pour la fin, Johan. Je l'ai. On se retrouve donc vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Mme la juge. Quelle indignité, Mme la juge.